Alors, il est 11 heures, on va pouvoir débuter. Donc, tout d'abord, merci à tous de votre présence aujourd'hui. On est ravis de vous retrouver pour ce webinaire. L'idée aujourd'hui, c'est de s'intéresser au design system, donc un outil vraiment indispensable pour vos produits digitaux. On va commencer avec des petites présentations. Donc, ce webinaire sera animé par Mélanie Mann, directrice artistique. Ainsi que moi-même, Cordélia Well, UX UI designer. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais vous parler un tout petit peu plus d'Adimeo. Donc, Adimeo, en fait, accompagne les clients pour faire du digital le levier de leur croissance. Il les accompagne aussi à chaque étape donc, de leur transformation digitale, avec des nouveaux outils, des nouvelles organisations, techniques et aussi dialogues. Tout ça pour finalement créer de nouveaux dialogues avec les utilisateurs et les consommateurs. Et donc, le challenge en fait d'Adimeo, c'est vraiment de créer des expériences, on va dire, digitales un peu uniques, remarquables et aussi performantes. Adimeo, on va dire, Adimeo a vraiment une raison d'être. Donc, la raison d'être, c'est d'innover, accompagner, transformer pour bâtir ensemble. Donc, ensemble, c'est les clients, les partenaires, les collaborateurs, un futur numérique durable, équitable, inclusif, toujours en plaçant l'humain au cœur. Donc, il faut savoir qu'en fait, les équipes d'Adimeo s'articulent autour de 4 grandes expertises. Donc, le métier conseil et stratégie. Donc là, il va vraiment être question d'audit de l'existant, identifier en fait les forces et les faiblesses pour construire une trajectoire. On a ensuite le métier plus design, où là, on va innover autour des interfaces. Donc vraiment, recherche utilisateur, UX, UI, test utilisateur, design créatif et en l'occurrence, le design system. On a ensuite la partie production technique en fait, des interfaces, avec les sites, des applications métiers. Et enfin, la diffusion et la reconnaissance de ces outils via des outils de marketing digital, type référencement, lead gen, etc., pour avoir aussi des outils de CRM. Donc, maintenant que cette petite page de pub est clôturée, on va pouvoir retourner à l'objectif du jour et surtout du webinaire, qui est, on va regarder ensemble comment mieux comprendre ce qu'est un design system et dans quelles circonstances l'utiliser. Donc, au programme, on va voir plusieurs étapes. Donc, on va définir un peu ce qu'est le design system, des cas d'application aussi, ses avantages, les équipes et outils à mettre en place. Et on va aussi finalement faire un peu ce qu'on peut en retenir de manière générale avec des conseils et des bonnes pratiques. Et pour finir, on va regarder ensemble et découvrir quelques exemples de grands design systems. Donc, déjà, je voulais un peu sonder de manière générale les participants. Enfin, si vous aviez déjà entendu parler du design system. Donc là, c'est vrai que je vais regarder, je vous laisse répondre un peu dans le chat. Je vais voir si vous pouvez me répondre juste oui ou non si vous avez déjà entendu parler du design system. Ça vous dit quelque chose et si vous avez un mot qui vous vient à l'esprit. Après, il n'y a pas de mauvaise réponse. Hein. De toute façon, l'idée, c'était vraiment de regarder ça ensemble. Donc, on va passer un peu dans le cœur du sujet. Donc, le design system. Donc, qu'est-ce qu'un design system? Là, l'idée, c'était vraiment de reprendre la citation de Audrey Hack, qui est entre autres une des spécialistes du design system. Il y en a plein d'autres, mais elle a écrit des articles à ce sujet. Et ce qu'elle nous dit surtout, c'est qu'un système de design, c'est un point de contact unique qui regroupe en fait tous les éléments qui vont permettre du coup aux différents acteurs d'un même projet de le concevoir, de le réaliser et surtout aussi de le faire évoluer.
Donc, plus précisément, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, un design system, c'est vraiment un référentiel qui se veut unique, aussi bien graphique que technique, et aussi par rapport à la création de contenu, et qui va permettre finalement un langage assez universel entre tous ces différents corps de métier qui évoluent dans le digital. Donc, c'est vraiment, on peut parler un peu d'un écosystème et d'une boîte de composants. Donc, cette suite de livrables, elle va se composer aussi bien d'éléments qui sont tangibles, donc vraiment pour le coup, là, des blocs, des choses qui sont vraiment très concrètes, que d'éléments intangibles. Là, on va plutôt être sur des principes, des valeurs, des objectifs, l'objectif du produit, etc. Donc, c'est vrai qu'il est difficile de parler de design system sans parler de l'atomic design. Donc, l'atomic design, c'est une méthode de design qui consiste à se bâtir à partir d'une bibliothèque d'éléments. Donc, en fait, pour être un tout petit peu plus précise, ça dit surtout que donc, un site ou une application ou même une interface, ça ne doit pas être conçu finalement comme une succession de pages ou d'écrans, mais vraiment comme une bibliothèque d'éléments avec laquelle on va pouvoir piocher et créer justement ces pages et ces écrans en question. Donc là, ce qui pouvait être le plus parlant, c'était vraiment... pardon, excusez-moi, petit souci de... ce qui pouvait être le plus parlant, c'était vraiment de prendre et de décomposer, donc en vous montrant qu'il y a les atomes, donc finalement, par exemple, les tailles, les couleurs, les formes, la typo et les pictos, qui vont finalement devenir des molécules, bouton paragraphe, par exemple. Et grâce à ça, on va ensuite continuer à les imbriquer tels des Lego avec, ça va devenir des organismes. Et cette imbrication finale permettra de créer finalement les templates et des pages. Donc là, on a vraiment pris l'analogie du Lego parce que c'est vraiment une analogie qui est assez parlante dans le sens où les Lego, de par leur forme, ils ont cette imbrication et ça permet de finalement rationaliser le nombre de blocs parce qu'on utilise ces mêmes Lego, mais qui vont pouvoir créer finalement différentes pages, différents, alors là on le voit, différents hélicoptères, différentes fleurs, mais voilà, à partir de finalement simples blocs de départ. Donc, maintenant qu'on a un peu plus vu ce qu'était un design system, qu'est-ce qu'il y a vraiment à l'intérieur? Donc, comme je vous disais, je vous parlais d'éléments tangibles et intangibles. Donc, on a l'identité de marque, type des guidelines ou vraiment le côté un peu marketing. On va avoir les valeurs aussi de l'entreprise, la charte éditoriale qui peut aussi incorporer un peu du UX-writing. On va avoir la structure des templates. Donc là, on va plus être sur les grilles, les comportements de ces composants, les breakpoints, donc vraiment les points de différence entre les différentes tailles de résolution d'écran et différents composants. Donc finalement, tous ces composants qu'on va développer avec, ce qui est vraiment important, c'est leurs règles ergonomiques à chacun et toute la documentation qu'on va appeler front pour justement les développeurs. Et donc, on aura aussi les conseils et bonnes pratiques type les do, les don't. Donc ça, vous pouvez le faire, ça, on ne peut pas le faire, avec à chaque fois les exemples illustrés et tout ce qui concerne aussi l'accessibilité. Voilà, ça, c'est un peu tout ce qui peut être à l'intérieur d'un design system, sachant que c'est quand même assez vaste et vraiment que ça diffère selon finalement la taille du design system, les besoins clients, la volonté de NAS Design. Donc, c'est ce qu'on va un peu voir après par la suite. Donc, dans quel cas développer un design system? Pourquoi est-ce qu'on développerait un design? Donc, on peut le développer vraiment le plus tôt possible. Ça, ce serait vraiment un peu un conseil parce que finalement, ça prend quand même pas mal de temps. Donc, par logique, plus on anticipe, plus après, ce sera facile de le faire évoluer avec l'arrivée de nouveaux composants. Et du coup, ça coûtera moins cher en temps homme, etc. Parce que ce qui est très important de savoir, c'est qu'un design system, ça évolue en permanence et ça pourra difficilement composer 100% de votre interface, dans le sens où il y aura toujours des exceptions, il y aura des composants qui seront peut-être uniques ou alors qui seront vraiment très spécifiques à quelque chose, et aussi il y aura des évolutions en fait, auxquelles après on pourra incorporer dans le design system. Mais donc déjà, si le design system, par exemple, il couvre 80% en fait d'une interface, c'est déjà très bien et c'est déjà parfait. Donc, avant de vraiment passer à quels sont encore tous les avantages,
on va voir justement qu'est-ce qu'il existe actuellement si on n'a pas de design system. Donc là, comme on parlait d'histoire de langage, on a parfois une mauvaise communication entre des équipes qui peut être possible. On a aussi des incohérences d'un point de vue expérience utilisateur. On ne vous a pas montré là d'exemple, mais on peut avoir différents boutons qui n'auront pas la même forme, la même taille. Et donc, l'utilisateur va avoir une sorte de rupture et de cassure par rapport au code qu'il découvre sur le site. On aura aussi une vitesse de conception et de développement qui sera plus lente, parce qu'on va refaire les mêmes éléments, on va aussi potentiellement refaire plein d'allers-retours. Et on a finalement toute la notion d'accessibilité aussi. C'est vrai qu'on ne sera peut-être pas forcément à jour sur toute l'accessibilité. Donc, les limites juste à connaître sur le design system, c'est que, comme on le disait, ça prend du temps. Il y a aussi forcément un coût de charge temporelle et humaine à prendre en compte. Donc, voilà. Et ce qui peut être important, c'est justement d'identifier à quel point c'est nécessaire ou pas. Je vous parlais un peu de ça couvre pas 100% de l'interface. On peut un peu identifier un taux de couverture, à quel point est-ce que ça va couvrir notre interface, ce design system, et donc sa nécessité, et aussi le prioriser, par exemple, avec un scoring, en se disant, voilà, il y a différentes méthodes qui existent, mais en regardant le nombre de composants, puis après en regardant le nombre de pages, et après on fait des calculs par rapport à ça pour se rendre compte si le composant a une forte récurrence ou pas, et donc si finalement il n'est pas tant nécessaire de développer un design system. Voilà. Je vais maintenant passer la main à ma collègue Mélanie sur les avantages et tout ce que finalement le design system peut vous apporter. Donc, effectivement, je vais vous parler des avantages du design system. Donc, ils sont assez nombreux. Ici, on a listé ceux qui nous semblaient les plus importants. Donc, effectivement, le fait de parler le même langage entre différents métiers et équipes, d'avoir des interfaces cohérentes et accessibles. Comme le disait Cordélia juste avant, ce qu'on peut avoir sans un design system, là, on va avoir une vitesse accrue de conception et de déploiement. Et on va pouvoir définir aussi des KPI pour mesurer l'impact. Mais en plus de ça, du coup, on peut aussi parler de l'amélioration de la qualité des livrables, de la cohérence globale au niveau de l'image de marque et aussi de la diminution du coût de maintenance puisqu'on peut faire évoluer les composants plutôt que de vraiment revoir des pages entières. Voilà, donc ça permet aussi de se concentrer vraiment sur la valeur du designer. Donc, il va pouvoir plus se focaliser sur l'expérience utilisateur. Et au niveau du développement, on va pouvoir créer des nouveaux composants plutôt que de s'attarder à refaire des pages qui vont se ressembler. Voilà. Et maintenant, du coup, je vais vous parler aussi des outils et des équipes. Donc, au niveau des outils, côté graphique, on va retrouver plutôt des outils de création classiques. Donc, comme là, on peut vous montrer donc Figma, Adobe XD ou Sketch. Voilà, et en fait, on va pouvoir les compléter avec 08, qui permet de créer une bibliothèque en ligne et du coup de rajouter surtout cette partie documentation et bonne pratique qui est très importante. Voilà, c'est un logiciel qui est assez facile à prendre en main pour des créatifs, on va dire. Et côté développeur, en plus des outils habituels, on va avoir Storybook. Donc, c'est une bibliothèque de composants pour les développeurs front. C'est pareil, ça va permettre d'ajouter pas mal de documentation. Et juste à noter que c'est vraiment un outil qui est plus destiné aux développeurs. Pour les designers, c'est plus compliqué à prendre en main parce c'est un outil dans lequel on va coder directement. Donc, il n'y a pas vraiment, je vous ai présenté ces outils-là, mais il n'y a pas vraiment de format parfait, on va dire. Ça va dépendre des entreprises. Par exemple, pour citer Decathlon, ils utilisent Figma pour tout ce qui est créatif et ils utilisent 08 en plus pour toutes les spécifications techniques, les usages et les règles. Et par exemple, Itch, eux, ils vont utiliser Sketch pour tout ce qui est composant UI et ils vont lier à ça Notion pour la partie plutôt documentation. Après, tout ça, ça va dépendre aussi de
la technologie utilisée, la taille des équipes, le budget alloué, etc. Il y a toujours plein de conditions. Au niveau des équipes, c'est un peu comme les outils, c'est assez varié. En général, on embarque surtout des personnes qui sont amenées à travailler sur le projet. Donc, ça peut être designers, des développeurs, des product managers, etc., etc. Par contre, c'est quand même important de nommer une personne responsable. Ça va être un peu le chef d'orchestre. Ça va permettre d'avoir un seul interlocuteur et il va pouvoir centraliser les demandes et les interrogations de tous les métiers. Donc, on aura une meilleure organisation au niveau du suivi et de l'évolution du design system. On voulait vous parler de quelques bonnes pratiques et conseils aussi. Donc voilà, là, on en a mis en avant 6. Donc, on va parler de l'orientation. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on fait une refonte de l'existant ou est-ce qu'on va inclure des nouveaux produits? Donc, c'est une interrogation qu'il faut avoir. Ensuite, on va avoir ce curseur d'industrialisation. Donc, c'est un schéma qui a été proposé par Alla Kolmatova. Ça permet d'aider en fait les entreprises à se positionner sur le type de design qu'ils souhaitent mettre en place. Donc, soit quelque chose de très strict ou flexible, enfin comme vous pouvez le voir là sur les indicateurs. Ensuite, pardon, je me suis perdue dans mes pensées. Ensuite, on peut parler aussi des règles de gestion. Donc, soit on met le minimum et le maximum, par exemple, sur des bullet points. Donc, on peut aussi créer des règles de gestion sur de l'UX Writing, sur la taille des libellés, enfin, ce genre de choses. Ça permet d'éviter la surcharge cognitive et ça permet de mieux anticiper par la suite. Je voulais aussi vous parler de la gouvernance. Donc, au niveau de la gouvernance, on a plusieurs types de gouvernance possibles. Donc, soit un modèle centralisé, donc, où la gestion et l'évolution du design system, il est géré par une équipe dédiée, ou alors on a un modèle plus fédératif où on a des membres de plusieurs équipes différentes qui sont en charge du design system et qui y contribuent un peu tous. C'est plus dans ce cas-là, d'ailleurs, qu'on aura besoin d'un chef d'orchestre pour un peu permettre une bonne communication entre les équipes. Voilà. Ensuite, du coup, comme on vous le disait au début, je vais vous présenter quelques exemples de design system. Donc, le premier, c'est le design system de Audi, donc célèbre marque de véhicules. C'est un design system qui est assez intéressant parce qu'en fait, il met l'accent sur le dark et le light mode qu'ils peuvent avoir sur leur site et sur les différentes applications qu'ils peuvent avoir. Et du coup, ça permet d'apporter quand même une complexité technique en plus au design system parce que ce genre de choses, on le retrouve pas partout, mais eux, ils l'ont très bien fait et c'est vraiment un design system assez fourni, très complet. Donc, je vous laisserai aller voir un peu plus en détail derrière. On vous a mis les liens que vous aurez en fait sur le support si jamais vous souhaitez y accéder. Et il y a énormément de design system. Pardon. Ça raccourci. Ensuite, du coup, je vais pouvoir vous parler de Material Design, qui est le design system de Google. Donc, c'est un style totalement différent de design system. Il est plus clair, c'est plus dans la simplicité. Il y a une très bonne hiérarchisation du contenu. Eux, leur but, ça a été vraiment de simplifier l'expérience utilisateur le plus possible. Donc, pareil, vous pourrez aller voir. Là, on vous a mis quelques exemples de ce qu'on peut retrouver sur ce design system. Et enfin, du coup, alors, on est tombé sur une petite problématique parce qu'on avait un dernier exemple de design system qu'on voulait vous présenter, qui est le design system de Decathlon, donc qui s'appelle Vitamine. Mais en fait, je ne sais pas si vous avez vu passer l'information, mais ils sont en train de totalement revoir leur identité de marque en profondeur. Du coup, on voulait vous en parler parce que c'est un design system qui est assez inclusif. Il est très clair et il a été très bien étoffé. Mais du coup, avec la refonte, donc sur la partie de gauche, c'était vraiment le design system
actuelle jusqu'à la semaine dernière. Et sur la partie droite, c'est la nouvelle identité graphique. On n'a pas encore accès au nouveau design system, mais du coup, ça soulève la question de comment ça va évoluer dans le futur et quel gros changement ça va avoir d'avoir ce nouveau design system. Normalement, vu qu'on travaille par composants, ça devrait aller assez vite, mais on peut pas savoir derrière quelle méthode ils vont utiliser. Est-ce que ils vont tout repartir d'une base vraiment clean, ou est-ce qu'ils vont vraiment mettre à jour les composants petit à petit? Et voilà, c'est assez intéressant, on trouve, de suivre l'évolution et de voir le temps aussi de mise en place de cette nouvelle version, puisque le nouveau site de Decathlon est mis à jour, mais il y a certaines pages qui sont encore sur l'ancienne version, justement parce que c'est quand même une grosse machine et qu'il faut que ça prenne le temps de se mettre en place. Ouais, il y a tout qui est remis en cause, plus même que, c'est ça, des simples composants. En fait, on a toute l'identité graphique, on a le logo, on a la charte, on a le tone of voice aussi qui a changé. Donc, c'est vraiment un travail gigantesque et ça nécessite qu'ils changent, en fait, même tout le branding de leur magasin aussi. Enfin, il y a le digital, mais il y a tout l'écosystème qui est autour, plus que le digital. Donc, voilà, ça va être intéressant de voir comment ça évolue et comment ils vont réussir à mettre ça en place, sachant qu'il y aura un petit moment de rupture avec les deux. Donc voilà, ça, c'était ce qu'on voulait voir avec vous. L'idée, alors, c'est que Adimeo, donc pour rappel, voilà, peut vous accompagner dans la mise en place et la création d'un design system. On a vraiment tout ce que je vous avais rappelé au tout début dans les différents métiers, la partie benchmark conseil, on fait de la veille, l'état d'art, etc. Donc, à la fin du mois, on a un autre webinar qui, lui, est dédié à l'IA dans les campagnes marketing. Et voilà, si vous voulez être présent, c'est le 28 mars. Donc, merci à tous, en tout cas, pour votre présence. Et on peut passer maintenant aux questions-réponses, si jamais vous en avez. Je vais revenir sur la présentation. Désolée pour les petits couacs de raccourci de partage d'écran. C'est jamais très évident. Voilà. Donc, on avait en question Elodie qui nous demandait si 08 était gratuit. Il me semble qu'il est gratuit quand on n'a qu'un seul projet et si on ne le met pas en ligne. En fait, on peut l'avoir en interne, mais du coup, il faut qu'on partage, il faut que le lien soit partagé en interne. Juste, il ne sera pas disponible en ligne pour tout le monde. Mais sinon, non, c'est payant si on veut effectivement le mettre en ligne. Ensuite, on avait donc Olivier qui nous demandait un outil de design system relié à l'univers WordPress et WooCommerce. C'est vrai que là, c'est assez spécialisé, relié, c'est-à-dire dans le sens où en fait, un design system, on va avoir vraiment différents outils. Est-ce que je regardais juste s'il y avait une spécification sur la question? Non, on va avoir différents outils. Donc après, les outils peuvent être reliés. Après, s'il doit être spécifiquement, on va dire, un peu natif de WordPress ou WooCommerce, là, j'avoue que je botte en touche dans le sens où spécialement, nous, on ne travaille pas forcément sur WordPress. Donc, on ne va pas forcément pouvoir trop répondre si c'est très spécialisé dessus. Mais sinon... en fait, comme on vous le disait, il y a différentes personnes, enfin, il y a 08, il y en a qui vont le faire sur Notion, il y en a qui vont les faire sur Figma, il y en a qui vont le faire sur Storybook. Il y a énormément de différents outils et après, ils peuvent être tous reliés à différentes technologies. Donc, ça dépend en fait de la manière dont on souhaite l'utiliser, quoi. Toujours, ouais. La notion donc toujours Olivier, la notion de bibliothèque d'éléments transprojet est bien présente dans Elementor, par exemple. Ok. Ouais, donc oui, c'est vrai qu'après, nous, on ne travaille pas sur Elementor avec WordPress. Enfin, on ne travaille pas sur WordPress. Donc, pour moi, tous les outils peuvent quand même, de multiples outils peuvent être transprojets. Mais ça sera à creuser et intéressant de voir en effet. Ensuite, on avait Maëva. Donc, quels sont les éléments à prendre en compte dans un design system?
Il y en a comme beaucoup. question. Ouais. C'est beaucoup de choses. En gros, un peu les éléments dont on parlait au début. Donc, les éléments à prendre en compte. Ce qui est important de définir, c'est quand on parlait un peu des conseils, c'est l'orientation que vous souhaitiez donner au design system. Donc, est-ce que c'est vraiment une refonte de l'existant parce que l'existant n'est pas ergonomique? Et dans ce cas-là, c'est vraiment une refonte. Ou alors, est-ce que c'est vous souhaitez faire un design system parce que vous avez l'intégration de nouveaux produits, une application, une interface métier, enfin des nouvelles choses qui arrivent dans l'univers digital. Et donc, finalement, vous dites, OK, c'est l'occasion pour finalement créer un univers et une patte commune et aller plus vite et gagner en efficacité. Donc déjà, il y a un peu tout ça à prendre en compte dans les éléments à définir pourquoi vous voulez faire un design system, dans quel but. Et après, le design system en lui-même, tout ce qu'il doit comporter, c'est un peu ce qu'on a expliqué finalement au début de notre webinaire. Il y a énormément d'éléments à prendre en compte dedans. Et après, vous définirez selon aussi les équipes. Est-ce qu'elles sont grandes? Est-ce que vous faites le modèle centralisé, le modèle fédératif? Est-ce que le curseur est aussi intéressant parce qu'il va vous permettre de vous dire est-ce que vous êtes très strict sur votre design system ou est-ce que vous acceptez un peu de flexibilité? Est-ce que finalement il se module si vous avez des écosystèmes différents, on va dire des sous-sites, etc. ou pas? C'est très propre à l'entreprise, aux besoins. Et puis après, voilà, ça, tout ce qui comporte avec les composants. Vous pouvez décider d'incorporer tout ce côté charte, branding. Il y a des design systems qui ne le font pas aussi. Là, les exemples qu'on vous a montrés, Audi et même Vitamine avant qu'il y ait toute cette refonte, Material Design, ils sont énormes. Vraiment, je vous invite à aller voir les liens. C'est intéressant. Ils sont peut-être même un peu trop gros. Ouais. C'est vrai qu'on voulait peut-être vous montrer des petits, puis c'est moins évident à trouver finalement. Donc, mais ils sont très gros, il y a énormément de détails, parfois c'est très 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 affiné, donc ça va dépendre des ressources que vous avez aussi pour le faire. Donc Sophie qui nous demande comment gérez-vous la propriété individuelle sur vos livrables de design system? Ça, c'est-à-dire la propriété individuelle pour le client, en fait, ça dépend si c'est le design, enfin, de ce que je comprends de la question, mais je sais pas. Ça dépend si c'est le design system pour votre entreprise ou si c'est le design system que vous allez faire pour des clients. Là, ça va pas. Enfin, si c'est pour des clients, c'est à voir avec eux leur curseur, un peu de confidentialité, mais après, ça reste entre, on va dire, un client et le prestataire. Si après, c'est pour vous-même, disons qu'en fait, ça va être l'accès à l'outil. Si toutes les équipes, ou en tout cas les personnes en charge ont accès à l'outil et les autres n'ont pas accès. Et après, la propriété vraiment, si on va dire individuelle, pour avoir le design system qui vous est propre et que personne ne le copie, si c'est aussi ça qui peut être compris. Ça, c'est un design system, c'est l'identité de sa marque. Donc, ça va avec, normalement. Ça va avec. Disons que si notre entreprise vous reprend totalement votre design system, en fait, les design systems, ils sont accessibles actuellement. Vous pouvez les voir de plein de marques. Donc, il y a tellement de possibilités que les gens vont forcément peut-être s'inspirer ici et là, mais après, le reprendre tel quel, ça collera pas à leur marque. Il n'y a pas trop, je pense, cette notion de finalement très copyright, si je me trompe. Je sais pas si... ça, pour le coup, non. Enfin, c'est assez particulier, ouais. Mais... Ça découle du branding. Donc, Mélanie, oui. N. Je peux répondre à cette question. Quel est l'avantage et l'inconvénient de 08 vs Storybook? Alors, ça dépend qui l'utilise, en fait, je dirais. Parce que 08, ça va être plus pratique pour comme je disais tout à l'heure, pour des teams de designers. Et Storybook, c'est vraiment très particulier parce que, en fait, c'est vraiment pour les développeurs. Et dedans, c'est des lignes de code. Si je grossis un peu le trait. Et de la documentation, bien sûr, dans les deux cas. Donc, ça va dépendre des équipes et des niveaux aussi de formation de chaque équipe, je dirais. C'est ça. Il y a de nombreux avantages. Mais je sais que nous, on est plutôt une équipe créative. Du coup, on est plus amené à utiliser 08, par exemple. Oui. C'est vraiment facile à prendre en main un peu. Je ne sais pas si vous utilisez Notion, mais ça ressemble vraiment à ça.
Storybook, on va coder les composants directement à l'intérieur, donc ça nécessite de connaître le langage, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Voilà, donc c'est pour ça que ça va être un peu plus particulier. Ce qui n'empêche que derrière, par exemple 08, du coup, c'est aussi fait pour les développeurs. Enfin, ils viennent récupérer les composants, il n'y a pas de problème. Storybook, on peut moins en parler du coup. Mais... Oui, on l'a soulevé parce que il a une part assez importante dans le design system, suffisamment pour qu'on en parle. Mais c'est vrai que nous, étant plus côté très designer, et on est beaucoup plus sur 08 que Storybook. Voilà. Mais clairement, c'est quelque chose aussi à creuser et qui mérite vraiment d'être très intéressant. Maëva, typo couleur, type champ, etc. Quelle est la différence avec un style guide? Ah oui, qui tu es? On attendait cette question. Tu veux répondre ou Comme tu veux, vas-y. Alors, pour moi, la grosse différence, c'est que déjà, un Kitui, on aura quand même moins ce côté, tu m'arrêtes si je me trompe, mais on aura moins ce côté documentation qui est très importante sur la partie design system, du coup. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre? Je réfléchis. Ouais, le design system est très fourni. Comme on le disait, il découle du branding. Il va vraiment avoir des éléments, comme on parlait, un peu intangibles, donc abstraits, avec les valeurs, les objectifs aussi de la marque, du tone of voice, de l'UX writing, etc. Le Kitui, c'est quelque chose quand même de plus... quand même beaucoup plus concis, qui va pas être aussi fourni. On n'aura parfois pas forcément toutes les déclinaisons, c'est-à-dire comment ça se passe en version responsive, toutes les résolutions d'écran, parce que tous les points de rupture entre les résolutions, les fameux breakpoints, tous les comportements, toutes ces notions d'accessibilité. Voilà, on va dire qu'il est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus fourni, en fait. Voilà. Mais le Kitui reste très intéressant. Enfin, tout dépend vraiment du projet, de l'ampleur du projet, de la taille de l'entreprise, des équipes, de la charge du coût, en fait, aussi. Oui. Ça n'a pas le même coût de faire un Kitui que de faire un design system. Le design system doit aussi évoluer dans le temps, donc il faut comprendre un peu sa maintenance, les itérations qui seront comprises dessus, etc. Jean, quelles seraient les étapes principales pour développer un design system à partir d'une identité graphique existante? Alors, ça mérite un autre gros webinaire. Ouais. Clairement, il y a énormément d'étapes à prendre en compte. Disons que déjà, comme je vous le disais, il faut définir le besoin du design system, si vraiment il est nécessaire. Après, il faut voir les équipes qu'on souhaite mettre dedans. Et après, à partir de là, on va pouvoir découper, en effet, en beaucoup d'étapes, commencer à voir quelles sont... déjà, si l'identité graphique est déjà existante, c'est top, il y a cette partie-là en moins, mais il va y avoir énormément de conception. Est-ce que vous allez refaire de la refonte? Est-ce que c'est de l'existant? Donc, là, pour le coup, la question, il faut vraiment... plus que même un webinaire entier, il faut carrément auditer, je trouve, ce qu'il y a en fait en existant, et pour voir après la taille que ça va prendre et la charge. C'est un très gros travail. Enfin, c'est un travail de mettre en place un design system, et plus l'existant est déjà présent, plus voilà, ça peut reprendre du temps de tout refaire. C'est pour ça que c'est vraiment bien de le faire le plus tôt possible, en fait. Sophie, quand vous livrez à vos clients, avez-vous mis une clause dans votre offre commerciale par rapport à leur propriété intellectuelle? C'était avant. Mais ça doit être lié de comment on leur livre. Là, c'était Sophie aussi qui mettait la question de propriété individuelle. Ok, intellectuelle. Ah, ok, c'était intellectuel ou de individuel. Ok, pardon. On se comprend. Donc oui, quand vous livrez, avez-vous une clause dans votre offre commerciale? Alors là, pour le coup, nous, c'est vraiment la partie très avant-vente qui va gérer ça. Et je sais que ce genre de choses, c'est plutôt mis en accord avec le client. En fait, c'est vu avec eux. Je ne pourrais pas vous donner une réponse générale. C'est un peu propre à chacun. C'est un peu pareil si les gens veulent faire de l'éco-conception ou pas d'éco-conception, à quel point ils veulent être accessibles ou pas. Et donc, les clauses, pareil, ça va être le même sujet. Oui. Donc, voilà.
Désolée de ne pas pouvoir répondre de manière très unique, mais... Et Thomas, après 0.8, permet aussi de partager du code CSS, par Oui. exemple. Oui, c'est vrai. Mais c'est pour ça qu'il est aussi adapté aux développeurs. Mais Oui. En fait, c'est juste que Storybook est vraiment plus spécifique aux développeurs. Oui, le but, de toute façon, d'un design system, c'est de pas avoir une équipe de designers ou une équipe de développeurs finalement tout seul, c'est qu'il y ait un échange, que ça se brasse entre les équipes pour que justement tout le monde puisse accéder aux mêmes documents et donc parler ce même langage et avoir les mêmes éléments. Donc, il faut qu'il y ait un côté technique de toute façon des deux côtés, quoi. Côté technique et un côté design des deux côtés, en gros. Un peu de tout. Et du coup, la dernière question, donc Julie, comment vendre un design system à ses supérieurs? Des tips. Eh c'est vrai que c'est comme on disait, les inconvénients, c'est que ça met du temps à mettre en place, mais derrière, les avantages, c'est un gain de temps vraiment énorme, une cohérence vraiment sur ce qu'on va livrer. On a peut-être moins de composants, on part moins dans tous les sens aussi, je trouve, en design et même en dev d'ailleurs. Ouais, c'est là où ça pouvait être intéressant. En fait, alors ça dépend comment est le supérieur. Est-ce qu'il est très en mode commercial? Mais s'il est en mode commercial, le côté vraiment KPI, ça peut lui parler dans le sens où en fait, on va lui dire, tu vas pouvoir définir finalement ces indicateurs et il y aura moins de temps de recettes graphiques parce que finalement les composants sont là, on les connaît, etc. Il y aura moins de temps de recettes fonctionnelles aussi. Donc, en fait, on gagne vraiment du temps sur les projets et ça va vraiment se chiffrer en coût humain après. Ouais. Donc, il y a un coût au début, mais le coût est vraiment rentabilisé après. Donc, on avait un peu la slide sur un peu tous les avantages que ça génère. Du coup, tu pourrais te référer à cette slide-là et il y a vraiment de nombreux avantages, quoi. Donc, ça dépend qu'est-ce qui est important, en gros, pour le supérieur. Ouais. Voilà. Ok, je pense qu'on a fait le tour des questions. Je veux vous dire, on va clôturer ce petit webinaire. Merci à tous pour votre présence. Et puis, à la prochaine fois. Bonne journée à tous. Bonne journée.